This session has two speakers. They will both present, and then we'll open the floor to questions after. So I'll introduce our first speaker. Josiane Boulard-Ayoub est professeure émérite de philosophie moderne à l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire UNESCO d'études des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique. Auteure et éditrice, elle a publié un grand nombre d'ouvrages sur la philosophie du XVIIe et XVIIIe siècle, sur les idéologues ainsi que la Révolution française, comme la figure de Descartes au XVIIIe siècle, dont La fabrique de la modernité, publié par Oxford University Press l'année passée. Le titre de son discours est « Voltaire et sa lutte contre le fanatisme religieux » à partir de sa pièce « Mohammed et le fanatisme ». Professeur. Merci. De Mahomet au dernier jugement de Voltaire sur l'islam, dans sa correspondance de 1772, en passant par l'essai sur les mœurs, l'article Al-Coran de son dictionnaire, ou Candide, qui est avec Zahir et le plus turc de ses contes, on peut suivre les relations complexes de Voltaire avec la religion musulmane et le prophète. Elle ne laisse pas d'avoir pour arrière-fond sa critique de la société et de la culture de la France du XVIIIe siècle. Mais il y a une constante. Lorsqu'il regarde les événements de son œil historique et qu'il polémique contre le christianisme ou les mœurs chrétiennes, Voltaire tire le plus souvent argument des dogmes et des mœurs du monde musulman pour renvoyer au type de déisme qu'il défend ou à la religion et à la morale naturelle qu'il prône. Mais en revanche, et c'est là la constante, le personnage de Mahomet restera pour Voltaire, à chaque fois qu'il en parle, je cite, « un sublime et hardi charlatan ». Ici, l'objectivité historique le cédera toujours à son acharnement à dénoncer, je cite encore, le prêtre sanguinaire et superstitieux qui abuse de la crédulité du peuple et le conduit à toutes sortes de crimes. Ici, c'est le Voltaire, ardent apôtre de la tolérance et ami du genre humain, qui prend le pas et ne traite du Mahomet historique que comme prétexte commode pour peindre sous son masque les ravages que commet dans l'histoire le fanatique ambitieux. Il l'avouera d'ailleurs lui-même en 1776 « J'ai fait Mahomet beaucoup plus méchant qu'il n'était ». Qu'est-ce qui alors a conduit Voltaire à noircir intentionnellement la personne clé d'une religion dont il chante par ailleurs les louanges, dont il admire la définition de Dieu et la sagesse des préceptes qu'elle contient? S'il fait de Mahomet un monstre, de quelle répulsion l'a-t-il donc chargé? Étant donné les limites imposées par le cadre de ce bref exposé, je vais simplement, dans un premier moment, en examinant sa tragédie de 1742, d'ailleurs avec laquelle débute l'intérêt explicite de Voltaire envers le prophète de l'islam, de retracer ce qu'avec Mahomet ou le fanatisme, qui est le titre complet de la pièce, Voltaire met véritablement en scène, ou plus précisément en arrière-scène, pour les besoins de sa dénonciation. En conclusion, j'aimerais poser la question de son actualité, sinon de sa pérennité, devant la résurgence contemporaine des intégrismes, quels qu'ils soient, et de la mort, de la violence, de la cruauté qui les accompagnent inéluctablement,
aujourd'hui au temps des djihadistes, comme hier au temps de la Ligue, dont les horreurs faisaient encore trembler Voltaire à l'approche de chaque 24 août. Alors, premier moment, à quoi s'en prend le philosophe? On sait la carrière singulière des représentations de Mahomet. Le succès éclatant à Lille, où la tragédie fut d'abord jouée, mais le tollé ensuite à Paris, et les réactions contradictoires des spectateurs. Et ce tumulte des interprétations nous indique assez par lui-même comment l'œuvre se joue sur plusieurs registres et combien les sentences nerveuses de Mahomet disent passionnément leur fait à des puissances redoutables mais reconnaissables. Les uns, les dévots naïfs, qui ne comprenaient pas très clairement les intentions combattantes de Voltaire et sa manière de conduire la révolution des esprits, ou bien encore les complices gagnés par avance aux idées philosophiques que Voltaire mettait de l'avant sous le masque de Mahomet, applaudissaient et entraient dans le jeu. Les autres, qui étaient méfiants à l'avance du philosophe, les abbés, les prélats de Lille, s'ébranlèrent, s'indignèrent et, passant à l'attaque, réussirent, malgré les efforts des amis de Voltaire, et en particulier de Madame du Châtelet, à faire arrêter les représentations. À Lille, quand on a interdit les représentations, on a fait jouer Polyeucte, et les spectateurs, nous dit Desnoirter, je crois, applaudissaient surtout les imprécations de Stratonis contre les chrétiens et la tirade de Trajan pour tolérante. Alors, donc, c'était bien ça l'enjeu principal dont il s'agissait. Alors, Voltaire retourne à Cirey, écrit à toute l'Europe éclairée comme il fait d'habitude, pour faire part de cette, je cite, nouvelle aventure du Tartuffe et accuser ses adversaires, les hypocrites, les réactionnaires, ennemis de la vérité et de la liberté de penser. Les Turcs de Paris, comme il les appelle, ont fait interdire sa pièce. Il a été victime des jansénistes et des convulsionnaires en robe longue. Aussi, en guise de contre-attaque, il va dédier Mahomet au pape et se faire, écrit-il, évêque in partibus infidelium, attendu que c'est là mon véritable diocèse. Mais Voltaire va aller encore plus loin. Il va en effet écrire au pape, lui dédicacer sa pièce, et le pauvre Benoît XV va tomber dans le panneau, va lui envoyer 2 ans plus tard des médaillons sacrés pour le récompenser d'avoir fait cette pièce dans la tradition des votes. Mais Voltaire va pousser l'irrévérence, en attendant la bénédiction pontificale, de faire circuler à Paris une fausse approbation du pape. Voltaire tenait beaucoup à son Mahomet, à la dissimulation habile de sa critique et au tour substantiel et profond que, disait-il, il avait réussi à imprimer à son sujet, ce qui lui semblait conférer à la pièce un caractère de grandeur politique tout à fait dans le goût cornélien qui était le modèle de Voltaire dans l'art dramatique. Il était convaincu qu'il avait là un chef-d'œuvre, pour des raisons littéraires et artistiques d'abord. Là, je m'interromps, c'est que le canevas oriental permettait à Voltaire, il en était très conscient de cette nouveauté, d'abandonner les sempiternelles représentations des héros gréco-romains et de mettre sur scène des personnages historiques inédits jusque-là. Deuxième caractère qu'il voulait faire mettre en relief, c'était le côté shakespearien de sa... Enfin, c'est lui qui le dit. C'est-à-dire là où ça préfigure aussi le romantisme, où le sublime, où l'horreur était poussée jusqu'au sublime. Parce que la pièce, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, met en scène des atrocités. Il y a
Mahomet qui aime une dame qui s'appelle Palmyre et qui est la fille, sans le savoir, d'un monsieur très tolérant qui l'appelle Zopyre. Et Zopyre, il va essayer de l'assassiner et d'épouser Palmyre. Mais pour cela, il doit se débarrasser de son séide, qui a passé, le nom a passé dans la langue commune, c'est-à-dire c'est un imbécile qui obéit aveuglément aux ordres de son maître, mais le pauvre séide aime, sans le savoir que c'est sa sœur, Palmyre. Alors, Mahomet, voulant se débarrasser des deux, pousse Séide à assassiner Zopyre et il empoisonne Séide. Mais Séide est détrompé par Zopyre mourant et il veut retourner le peuple contre Mahomet. Mais Mahomet, cette dernière forfaiture, va tourner à l'avantage de Mahomet. On va voir son imposture, parce qu'il va profiter de ce que Séide chancelle sous les effets du poison qui est lent, et il s'écrie « J'en appelle au jugement de Dieu ». Et alors, à ce moment, Séide succombe aux effets du poison, la foule est frappée de stupeur, et Mahomet dit « Voilà, c'est moi qui suis un vrai prophète, et l'imposteur a été tué. » Et ainsi, il est acclamé comme le prophète de l'islam, sur la base de ce double assassinat. Alors, je reviens, la forme servant le fond, parce que les thèmes qu'il développait, Voltaire, lui semblaient tout à fait servir de manière utile la vérité et le genre humain. Et quels sont ces thèmes? Je vous cite Voltaire. « J'ai voulu faire voir par cet ouvrage à quel horrible excès le fanatisme peut entraîner des âmes faibles conduites par un fourbe. » Alors, à quelle sorte de religion, de gouvernement et de morale s'en prend donc le philosophe lorsqu'il nous dépeint, sous le nom de Mahomet, la triste histoire de Séide, qui est une âme innocente qui est corrompue par les intrigues politiques de ce faux prophète. Alors, d'abord les sources. Les sources que Voltaire a utilisées étaient pas contradictoires, mais enfin de traditions opposées. Outre le Coran de Solé, qui lui avait renseigné sur la vie de Mahomet et les dogmes de la religion, les préceptes de la religion musulmane, il s'était inspiré de Boulainvilliers, qui quand même était très favorable au prophète et qui voyait d'ailleurs dans Mahomet la réponse à une attente messianique du peuple arabe. Mais de l'autre, il s'était inspiré de Gagné, qui défend l'interprétation traditionnelle, la thèse de l'imposture. À cette époque, aux Lumières, plus encore que l'imposture, les trois imposteurs, Jésus, Moïse et Mahomet, c'était le fanatisme dont ils avaient horreur. Et Voltaire disait d'ailleurs, peu de superstition, peu de fanatisme. Peu de fanatisme, peu de malheur. Et donc il s'inspire de Gagné, où il trouve chez Gagné l'histoire de Séide, et ces deux traditions opposées lui fournissent le cadre, la trame de l'action, la conception générale des principaux personnages, mais c'est le travail de sélection idéologique de la part de Voltaire qui va lui faire retenir uniquement les commentaires qui vont à l'appui des thèses qui présentent Mahomet comme un prophète imposteur dont l'ambition politique le conduit à se servir des forces de la religion pour soumettre le monde et les hommes. C'est contre ça que Voltaire combat. Car ce qui importe pour Voltaire,
C'est la révolution des idées, le triomphe de l'esprit philosophique sur la superstition. L'enjeu essentiel, c'est comme toujours d'assurer la victoire de la raison humaine contre toutes les puissances obscurantistes. Et au premier rang de ces puissances obscurantistes, évidemment, c'est la religion en tant qu'institution sociale et le prêtre fanatique. Et si on lui reproche, parce qu'on lui a reproché d'avoir fait commettre à Mahomet un crime dont il n'était pas coupable, Voltaire, dans une lettre très intéressante et très longue à Frédéric II, de janvier 1740, s'explique ainsi. « Je sais que Mahomet n'a pas tramé précisément l'espèce de trahison qui fait le sujet de cette tragédie. L'histoire dit seulement qu'il enleva la femme de Séïd, l'un de ses disciples, qu'il persécuta à bout sauvetant que je nomme Zopir. Mais quiconque fait la guerre à son pays et ose la faire au nom de Dieu, n'est-il pas capable de tout ? » Vous voyez comment ça résonne de façon actuelle. Je continue Voltaire, je n'ai pas prétendu seulement mettre une action vraie sur la scène, mais des mœurs vraies. Faire penser les hommes comme ils pensent, dans les circonstances où ils se trouvent, et représenter enfin ce que la fourberie peut inventer de plus atroce et ce que le fanatisme peut exécuter de plus horrible. Mahomet n'est ici autre chose que les Tartuffes, les armes à la main. Dès lors, tout est de bonne guerre pour étouffer, comme il dit, les germes capables d'infecter la terre. Voltaire compose avec Mahomet une peinture atroce et il se vante d'aller le plus loin dans l'horreur que sur aucun théâtre. Pardon. Je passe pour aller plus vite. Alors, je vous ai raconté l'histoire de Palmyre et Voltaire insiste sur les dernières paroles de Mahomet, n'est-ce pas, quand il profite d'un faux miracle, sur la forfaiture essentielle des Tartuffes qui enchaînent les hommes au moyen des fers de la religion. Dieu, que j'ai fait servir au malheur des humains, adorable instrument de mes affreux desseins, j'ai trompé les mortels et ne puis me tromper. C'est Mahomet qui parle, n'est-ce pas? C'est les dernières paroles de la pièce. Mais venons-en à la seconde lecture, parce que Voltaire a mis habilement en place les moyens d'une seconde lecture. Ce qu'il cherche à suggérer à ses auditeurs, à ses lecteurs, c'est pourquoi l'explication du triomphe de la religion musulmane par la puissance de l'imposture ne vaudrait pas pour celle de Jésus-Christ. Alors, il commence par déterminer le terrain commun aux défenseurs et aux adversaires chrétiens du mahométisme en déterminant le terrain commun aux défenseurs et aux adversaires chrétiens du mahométisme, c'est-à-dire la puissance de l'imposture. Ensuite, il suggère, par quelques vers équivoques, semés ici, là, dans sa tragédie, qu'on peut ajouter à la liste des imposteurs Jésus-Christ et les apôtres. Alors, il donne quelques exemples, comme Mahomet. Mahomet entre comme Jésus-Christ sur un âne, l'olivier à la main, etc. Dans tous ces exemples, Voltaire veut jouer sur les deux registres à la fois. Il veut se faire entendre des philosophes et il veut se faire applaudir des dévots un peu naïfs. Quels sont les adversaires de Voltaire? C'est comme vous l'avez deviné, le parti janséniste. Le parti janséniste qui se démène d'ailleurs et qui se reconnaît à travers les nombreux traits anti-jansénistes de la tragédie. Le Dieu vengeur et redoutable de Mahomet ressemble fort à celui de Jansénus. Qu'on adore mon Dieu, dit Mahomet à ses officiers, mais surtout qu'on le craigne. Et quant au faux miracle grâce auquel Mahomet a retourné la situation en sa faveur, en prétendant qu'il était l'élu véritable de Dieu, toute personne de l'époque reconnaissait là les miraculés de Saint-Médard
et ses lamentables convulsionnaires. Alors, Mahomet appartient à la période de Cyrée, c'est-à-dire la période pendant laquelle Voltaire, confiant dans l'approche généralisation du déisme parmi les couches avancées de la société, n'est pas encore entré en guerre ouverte contre l'infâme. Il mise sur l'évolution rapide d'un christianisme de tendance plus rationnelle, plus épurée, en accord avec les progrès d'une philosophie si humaine, c'est-à-dire la sienne et celle des encyclopédistes, pour adoucir et perfectionner les mœurs. Aussi le poète, doublé du philosophe, dirige surtout ses coups, depuis l'ode sur la superstition, contre ce qu'il a et aura toujours en horreur, le fanatisme religieux, comme dans Zahir, comme dans Mahomet, mais aussi comme dans la Henriade. Et plutôt que la religion musulmane ou même la religion chrétienne, Voltaire vise une cible autrement importante à ses yeux. Je cite Voltaire lui-même, « L'enfant dénaturé, je reviens à moi, de toute religion qui, je reviens à Voltaire, armé pour la défendre, cherche à la détruire, et reçu dans son sein, l'embrasse et la déchire. » Il met en rapport, et comme d'ailleurs Delers, l'auteur de la philosophie de Bacon dans l'encyclopédie, il met en rapport superstition et fanatisme. Et Voltaire, dans l'article fanatisme de son dictionnaire philosophique, détermine le fanatisme comme la mise en action sanglante de la superstition. Il écrit « Le fanatisme est à la superstition ce que le transport est à la fièvre, ce que la rage est à la colère. Celui qui soutient sa folie par le meurtre est un fanatique. La superstition, de même, est une outrance qui fait dépasser aux superstitieux les bornes d'une religion naturelle et rationnelle. La superstition, définit Voltaire, est presque tout ce qui va au-delà de l'adoration d'un être suprême et de la soumission du cœur à ses ordres éternels. C'est pourquoi il y a toujours sur le superstitieux le fanatique qui ne demande qu'à s'éveiller. Le superstitieux est gouverné par le fanatique et le devient. L'inlassable dénonciation des prêtres sanguinaires qui arment la main des Jacques Clément, des Ravaillac, bientôt des persécuteurs du chevalier de la Barre et de Calas, trouve en Mahomet sa frappante métaphore. Du plus saint appareil la ténébreuse horreur, les autels, les sermons, tout enchaîne séide. J'ai mis un fer sacré dans sa main parricide et la religion le remplit de fureur. Voltaire en abomination tous ces perfides qui, pareil à Mahomet, le glaive et l'Alcoran dans leurs sanglantes mains, imposent silence au reste des humains. Delers, que j'ai déjà évoqué, va à la suite du Mahomet de Voltaire qu'il évoque, et presque dans les mêmes termes, mais fait valoir l'exemple du fanatisme, je cite, « qu'il a le Coran d'une main et le glaive de l'autre, marche à la conquête de l'Asie et de l'Afrique. » Nous dirions de l'Europe. On ajouterait. Alors, donc, il a en abomination tous ces perfides. Et il s'agit pour lui, dans Mahomet ou comme dans la Henriade, de ce qui est demeurera le grand combat politique de toute la vie de Voltaire, celui de la raison contre les puissances obscures. Et alors, les maximes que le philosophe met dans la bouche de Mahomet, nous pouvons les lire comme construisant le prototype du prêtre criminel qui exige des fidèles une soumission aveugle et qui, au nom de Dieu, les exalte à tuer. Téméraire, on devient sacrilège alors qu'on délibère. Loin de moi les mortels assez audacieux pour juger par eux-mêmes et pour voir par leurs yeux. Quiconque ose penser n'est pas né pour me croire.
obéir en silence est votre seule gloire. Ben, vous savez, à la fois, de nos jours, a succédé les contraintes du politically correct, alors. Même chose. J'arrive à ma conclusion, que j'ai intitulée « L'amour du genre humain et l'horreur du fanatisme ». Donc, dans la France du XVIIIe siècle, au temps du jansénisme convulsionnaire, des persécutions contre les protestants, du supplice de Calas, de la barre décapitée sur le corps duquel on va brûler le dictionnaire philosophique, Voltaire s'attaque à des manifestations bien réelles de la folie religieuse et d'un fanatisme populaire qui renouvelle les horreurs de la Ligue. Et Voltaire zopire à Durand Omar, qui est venu pour exiger sa soumission à Mahomet, « Sers-toi de ta raison, juge avec moi ton maître », fait écho l'exhortation de Voltaire Boldmine dans les discours sur la tolérance, les dialogues. Osez penser par vous-même. Nous ne sommes heureux en Angleterre que depuis que chacun jouit librement du droit de dire son avis. Voltaire était pour la religion des lettrés de la Chine, qui ont donné le seul exemple dans le monde d'une religion qui n'a pas été souillée par le fanatisme. Alors, Voltaire déclare à Frédéric II « Ceux qui diront que les temps de ces crimes sont passés, qu'on ne verra plus de Bar Kokhebas, de Mahomet, de Jean de Leyde, que les flammes des guerres de religion sont éteintes, font, ce me semble, trop d'honneur à la nature humaine. Le même poison subsiste, encore quoique moins développé. Cette peste qui semble étouffer reproduit de temps en temps des germes capables d'infecter la terre. N'a-t-on pas vu de nos jours les prophètes des Cévennes tués au nom de Dieu, ceux de leur secte qui n'étaient pas assez soumis? Au XXe siècle, ce sont des hommes politiques, doublés d'hommes religieux, qui fanatisent les masses et qui s'emparent de leur volonté. Les tristes crimes dont ne sont exempts aucun de nos pays modernes ont malheureusement rendu de l'actualité aux remarques de Voltaire. Mais le procès qu'il a fait sa vie durant aux forces mauvaises, qui enchaînent les hommes et font leur malheur, son nom qu'il a lié au concept même de tolérance de combat, dans le dictionnaire comme dans Mahomet, et de ce fait assez peu tolérante parfois, les valeurs, les droits, les devoirs inhérents à l'être même de l'homme, qu'il a prôné sans relâche, font accéder les idées de Voltaire, plutôt qu'à une actualité transitoire, à une véritable éternité. Le philosophe par excellence espérait se voir récompensé si son ouvrage pouvait encourager les âmes à se rebeller devant la malheureuse obéissance de Séide et à se dire « Pourquoi obéirais-je en aveugle à des hommes aveugles qui me crient « Haïssez, persécutez, perdez celui qui est assez téméraire pour n'être pas de votre avis, et même sur des choses indifférentes que nous n'entendons pas. » Affirmons à notre tour que chaque fois que cet esprit d'indulgence qui fait des frères prévaut sur celui d'intolérance qui forme des monstres, la voix de Voltaire ne s'est pas faite entendre en vain. Son œuvre milite avec efficacité, voilà bientôt 3 siècles aujourd'hui, contre le fanatisme, les injustices, les superstitions et les cruautés. Et comme il le souhaitait en adressant son Mahomet à Frédéric II, ce roi donc, dont le gouvernement exemplaire aux yeux du siècle se réclamait de la force de la raison, puisse la pièce de Voltaire, manifeste et symbole tout à la fois, dictée par l'horreur des Lumières envers le fanatisme et la superstition, je cite, servir à déraciner de tels sentiments chez les hommes. Voilà, c'est notre espérance. Merci.